Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Dr Mahmoud Thabit, historien. Bonsoir, Dr. Bonsoir. Thabit, qui nous parlera de la visite qu'effectue actuellement le président Sisi au Kazakhstan, au Japon et en Corée du Sud. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous laisse pendant une minute et demie peut-être, avec mon collègue Cherif Boussela, qui vous propose un compte-rendu de notre journée égyptienne. Sisi a mis l'accent sur la lutte antiterroriste et la diffusion d'un discours modéré de l'islam dans une conférence de presse faite à Astana à l'issue de ses entretiens avec son homologue kazakh Nursultan Nazarbayev. Évoquant la similitude culturelle et les relations entre l'Égypte et l'Asie centrale, il a souligné l'importance de la concordance de vues entre le Kazakhstan et l'Égypte dans les cercles islamiques onusiens. Il a également évoqué la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'enseignement. Le chef de l'État était arrivé vendredi au Kazakhstan, première étape d'une tournée asiatique qui doit le mener également au Japon et en Corée du Sud. Al-Sisi s'est entretenu avec son homologue kazakh ainsi qu'avec le Premier ministre des moyens de renforcer les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont notamment la lutte contre le terrorisme. Al-Sisi a par ailleurs prononcé un discours à l'université de Nazarbayev pour faire lumière sur les derniers développements politiques et économiques de l'Égypte durant les 5 dernières années. On se retrouve donc avec Dr Mahmoud Thabit, historien. Encore une fois, bonsoir Dr Thabit. Voilà, comme nous l'a annoncé notre collègue Cherif Boussela, le président égyptien s'est rendu donc au Kazakhstan, première étape de sa tournée asiatique, qui le conduit donc aussi au Japon, également en Corée du Sud. Pourquoi le choix de ces trois pays ? Bon, le Kazakhstan, on sait qu'il y a une question culturelle qui rapproche ce plus grand pays musulman du monde du point de vue surface. Il fait 2 700 000 km², donc c'est le plus grand pays musulman depuis que le Soudan n'est plus un seul pays. Et l'Égypte donc. Mais les deux autres pays, c'est essentiellement économique, je pense. Oui, mais à vrai dire, tous les trois, parce que quand même, Kazakhstan, ils ont des ressources naturelles. Ils ont un réseau d'investissement. On a des investissements en Égypte, on cherche des investisseurs. Le canal de Suez, les plans et l'idée d'avoir autour du canal de Suez tous ces projets qu'ils ont fait, ils ont besoin des investisseurs internationaux. Et c'est une des raisons aussi qu'ils ont fait ce trajet de tous ces pays. Parce qu'ils cherchent l'investissement, et aussi ce sont des pays avec qui l'Égypte a un certain niveau assez quand même important de relations économiques. Alors c'est la raison principale. Et en plus, bien sûr, culturelle, par exemple, le Kazakhstan réclame Baybars, le sultan Baybars, comme un de leurs. Ah. Alors il y a un certain sympathie, on peut dire historique. Ça, c'est l'historien qui parle. Voilà. Des relations. Oui, nous avons aussi, au centre-ville du Caire, bon, c'est pas kazakh typiquement, mais c'est ouzbek. Nous avons le jardin d'Espéquia. Voilà. Exactement. Le Kazakhstan, comme je vous le disais, le plus grand pays musulman du monde, en même temps un État laïque. Et multiconfessionnel, il y a des Russes, il y a à peu près un tiers de Russes, 5% d'Ukrainiens, sans compter les Ouzbeks, les Tadjiks, etc. Il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des orthodoxes, il y a des protestants, il y a des tatars, et tout cela. Comment peut-il ce pays collaborer avec l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme ? Ils ont leurs problèmes aussi dans le terrorisme et l'extrémisme. Il y a, par exemple, l'Afghanistan est juste à côté. C'est pas les mêmes frontières, mais quand même, c'est juste à côté. Il y a des cellules extrémistes dans ces pays, pas grands, mais quand même, ils sont là. Ils ont des réseaux, ça veut dire des combattants, des terroristes de ces pays, de Tadjikistan, de certains Kazakhs, des Turkmènes, des Uzbeks, parmi les rangs du Taliban actuellement.
qui sont là au Pakistan. Alors oui, il y a, c'est une lutte commune, on peut dire. Et eux, c'est un peu plus dangereux parce qu'ils sont pas loin d'Afghanistan là. Ils ont déjà eu des problèmes dans le Ouzbékistan quand même. Oui, qui est frontalier, qui a une petite frontière avec l'Afghanistan. Et qu'ils ont une frontière avec le Kazakhstan. Et avec le Kazakhstan. Alors oui, on doit quand même aussi regarder un peu. Ce sont les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Et une des choses que les soviets ont fait, que je dois dire, ils ont proposé une éducation à tous ceux qui faisaient partie de l'Union soviétique, même s'ils étaient des Russes ou pas des Russes, des Tatars, des musulmans, c'était tous la même chose. Ils ont tous eu une très bonne éducation technique, par exemple, une éducation laïque, bien sûr, et même l'islam qui était là, c'était plutôt un islam beaucoup plus ouvert et flexible. C'était plutôt le soufisme. Qui était contre l'Union soviétique, on doit dire. La résistance contre les soviets, ça venait de la tradition soufite. C'est-à-dire, elle venait de gens qui étaient surtout religieux, mais religieux. Pieux. Pas politico-religieux, mais pieux. Des gens pieux qui veulent avoir la liberté de leur foi. Et plutôt, leur conflit, c'était un conflit de paroles. Des débats entre ces deux civilisations, on peut dire. Et c'était ça qui était beaucoup plus intéressant, c'était les arguments des deux côtés. À l'époque, moi je vous parle des années 80, parce que bien sûr, l'expérience de l'Union soviétique en Afghanistan a quand même ouvert la porte un peu. Mais à l'époque, il y avait un certain flexibilité entre les autorités soviétiques et les habitants de Kazakhstan et tous ces autres pays. Bien, est-ce que une organisation comme celle des Frères musulmans est interdite au Kazakhstan ou elle est combattue tout simplement sans être interdite? En Russie, elle l'est. Elle l'est en Russie. L'attitude des autorités russes, c'est un peu différent parce qu'ils ont eu une autre genre d'expérience. Pas en Asie centrale, mais plutôt au Caucase. C'est la Tchétchénie, l'Ingushétia et les autres petits pays musulmans dans les montagnes. Voilà. Oui. Plutôt la Tchétchénie et le Daghestan aujourd'hui. Alors, et ceux de l'Asie centrale, c'était autre chose, c'était pas la même chose. Premièrement, c'est une territoire vaste, énorme. Le Kazakhstan, vraiment, c'est vraiment énorme. Aussi, les autres pays sont énormes et montagneux. C'est plein de montagnes et ça fait partie quand même des grandes montagnes de l'Asie centrale comme Everest, les Himalayas, les Hindu Kush. C'est des montagnes. Pas très loin. Voilà, c'est comme les Alpes là, et c'est des endroits très obscurs et c'est inhabitable. Il n'y a pas des habitants. Mais bien sûr très riche en ressources naturelles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des pays qui sont en train de se développer eux-mêmes actuellement aussi, à leur propre investissement. Alors oui, c'est très intéressant pour eux d'avoir d'autres liens laïques avec le Moyen-Orient, le monde arabe, certainement l'Égypte, qui est après tout juste en plein milieu entre eux, dans le sens maritime, et l'Europe, qui est aussi quelque chose d'assez traditionnel et historique. Bien, donc ça c'est pour le côté lutte contre le terrorisme. Également, culturellement, comment est-ce que l'Égypte et le Kazakhstan peuvent collaborer en matière de réforme du dialogue, du discours religieux musulman? Ils sont laïcs, ils ont peur, ils ont le même peur de l'extrémisme wahhabite, parce que c'est le wahhabisme plutôt, c'est une variation du wahhabisme. Et ça n'a rien à faire avec l'islam traditionnel au Kazakhstan. L'islam traditionnel en Kazakhstan est beaucoup plus proche à l'islam traditionnel de l'Égypte. Ça veut dire l'islam Hanafi. Ce sont plutôt des Hanafi en Kazakhstan. Et aussi, ils ont une autre tradition, c'est la tradition suffite. Donc, on a ça aussi. Les Khalwatayi, elles viennent de là-bas, et on a la même chose ici, ça veut dire des Tariq Soufeyya, des Khalwati,
On a ça en Égypte et ils ont cette même tradition là-bas. Eux ont peur d'une invasion d'une autre doctrine, d'une autre idéologie religieuse extrémiste qui sera nouveau pour eux. Alors ils ont besoin vraiment d'avoir les munitions, on peut dire, pour ce dialogue actuel. Et ce dialogue actuel, c'est nous qui on n'a pas les réponses, mais certainement on a les traditions là-dessus. Bien, est-ce que l'Azhar offre au Kazakhstan certainement, ils l'offrent, et non seulement ça, les ministres des AOF ont des lieux à Kazakhstan. Il y a par exemple des étudiants de Kazakhstan et de l'Asie centrale en général qui viennent au Azhar, au Caire. Alors oui, déjà, il y a, et ça c'est depuis toujours, ce n'est pas nouveau. Par exemple, le imam, je ne parle pas de Kazakhstan, je vais plus loin, ça veut dire la Chine, le imam du grand mosquée de Beijing a été entraîné au Caire. Au Azhar. Alors c'est commun, c'est pas. On trouve même parmi ceux des imams dans ces pays qui parlent l'arabe à l'égyptien. C'est pas que parce qu'ils ont fait leur stage ici au Caire. Alors c'est rien de nouveau dans ce sens. Puisqu'on parle de l'Azhar, mais ça sort un tout petit peu du sujet, est-ce que vous estimez que l'Azhar a fait les efforts nécessaires pour répondre positivement aux appels du président Abdel Fattah el-Sisi de l'année dernière concernant la réforme du discours religieux? De loin, on a l'impression que ça va très lentement, ça bouge pas. Mais c'est ça un peu. Ils ont pas, ça n'a pas l'air dynamique. Ils font leurs efforts, mais parce que jusqu'à maintenant, le Azhar a toujours été une institution qui répond plutôt qu'une institution qui est proactive. Alors on leur demande d'être proactifs maintenant. Et c'est quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment habitués. Moi, c'est mon estimation de ce que je vois. Mais ils peuvent faire beaucoup plus de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une influence énorme et ils ne savent pas comment vraiment l'utiliser, je trouve. C'est une opinion, là. C'était d'ailleurs un regret prononcé par Cheikh Koraïma, qui avait déploré la lenteur et qui avait même sur Facebook avait dit que Islam Baheri a poussé un petit peu l'Azhar à bouger, à modifier un petit peu. Mais il faut quand même regarder un peu la situation. Ils ont fait les grandes réformes ont déjà été faites au XIXe siècle. Et c'était pas forcément le Azhar qui l'a fait. Ça veut dire que c'était la participation de Azhar à l'époque, mais plutôt les philosophes islamiques en Égypte de cette époque. Beaucoup d'eux avec un lien avec l'Azhar, mais beaucoup d'eux sans vraiment un lien. Mais Tahtawi, par exemple, c'est un des grands. Il faisait partie du Azhar, oui. Il a été entraîné au Azhar plutôt. Il était le mufti d'Égypte. Mais ce que je veux dire, c'est que les réformes se sont déjà eu lieu. Alors maintenant, c'est plutôt de diffuser ces réformes d'aujourd'hui et de les présenter aujourd'hui comme tels qu'ils étaient. Parce que entre-temps, on a eu une autre expérience historique entre-temps. C'est-à-dire on a eu bien sûr la situation laïque en Égypte qui a un peu, le rôle de Azhar s'est diminué. Et c'est à cause de ça, moi je pense qu'ils sont... Vous parlez des années 50, 60. Des années 50 et 60. Voilà. Et c'est un peu à cause de ça qu'ils ne sont pas vraiment aussi proactifs qu'ils le peuvent. Bien, laissons l'aspect culturel pour être plus bassement matérialiste, si j'ose dire, et parlons économie. Le Kazakhstan est un grand producteur de blé, l'Égypte est le principal importateur de blé du monde. L'Égypte a lancé son premier satellite pour les chaînes spatiales par la base de Baïkonour au centre du Kazakhstan. Quelles sont, d'après vous, les perspectives du développement des relations économiques et commerciales entre Astana et le Caire? Très fertile, très bonne. Le Kazakhstan
Oui, certainement le blé. Ils ont d'autres ressources naturelles. Il y a le gaz, par exemple. Ils ont plusieurs choses. Ils ont besoin aussi des partenaires stratégiques et dans le sens géographique aussi. Par exemple, un lieu d'investissement. Ils ont un réseau d'investissement. Ils doivent quand même mettre ce réseau quelque part. Ils le font, ils sont en train bien sûr de le faire avec la Russie, ils sont en train de le faire avec leurs voisins, mais il y a d'autres lieux et nous on essaye de leur dire oui, il y a aussi le lieu du canal de Suez qui est un point stratégique sur les traces, les liens de transportifs. Ça veut dire tous ces lieux nouvellement développés autour du canal de Suez, nouvellement refaits actuellement. Est-ce que pour un pays comme le Kazakhstan, qui n'a aucun débouché sur une mer ouverte, et bon, la mer d'Aral est en passe de disparaître malheureusement, la mer Caspienne est fermée, est-ce que une présence un petit peu plus forte sur les rives de cet important couloir maritime international qui est le canal de Suez pourrait compenser un petit peu cet enclavement du Kazakhstan? Oui, il y a certainement ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec le transport des ressources naturelles, les frontières, c'est pas que ça n'existe pas, mais ils sont très flexibles pour ça. Alors, par exemple, il y a l'Afghanistan, un des grands projets, c'était le transport de gaz et de pétrole sur le territoire afghan. Maintenant, bien sûr, ça ne marche pas à cause de la guerre. Mais il y a toujours été un effort de trouver des liens de transport. Et ces liens existent par l'Iran, avec par exemple le Baloutchistan, ça veut dire le Pakistan actuel. Il y a un port qui a été développé en tout ça. Alors oui, il y a certains efforts dans cette direction et bien sûr l'Égypte est un endroit qui est complémentaire à tout ça. Et ça c'est pour le Kazakhstan. Et bien sûr pour les autres, on a d'autres liens avec eux, économiques et bien sûr c'est quelque chose de très intéressant pour eux. Justement, les deux autres pays sont donc le Japon et la Corée du Sud. Que prévoit-on comme résultat concret de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Japon, également en Corée du Sud? Uniquement question économique ou commerce international, ou est-ce qu'il y aura aussi des investissements? Est-ce qu'il y aura une coopération plus approfondie? Nous, on cherche, l'Égypte cherche des collaborations et des coopérations économiques et commerciales. Quand je dis économique, ça veut dire entre États, commercial, ça veut dire le secteur privé, les hommes d'affaires. Par exemple, il y a un grand projet qui a été fait sur la mer Rouge d'un lieu de fabrication, un lieu énorme comme projet pour ces pays, pour que ces pays peuvent construire et avoir une certaine industrie à mi-chemin à leur marché en Europe. Alors, il y a un lieu à Kosseir, par exemple. Il y a d'autres lieux que certaines compagnies, Orascom entre eux, ils ont investi à faire, je pense que c'était 2 millions de mètres carrés de fabriques et du côté de Kosseir à côté du mer Rouge. Oui. À certains lieux sur le côté de la mer Rouge, il y a certains endroits qui ont été transformés actuellement. Alors il y a ça comme idée. Et là, ils pensent implanter des entreprises, des usines. C'est ça, ou égyptiens, bien sûr, en dehors des douanes, par exemple, c'est ce qu'on appelle zone franche. Zone franche. Et là, alors il n'y a que, ce n'est que les liens de transport à ce moment-là. Alors oui, c'est une des idées qui a été faite. Moi, c'est pas nouveau, ça a été fait au début des années 2000. Mais justement, malheureusement, on sent parfois que tout n'est pas nouveau. On ne voit pas vraiment un développement, une poussée un changement du statut économique de l'Égypte. Pourquoi? Parce que vraiment, l'Égypte, c'est un pays qui... la Corée du Sud, par exemple. Oui, elle devait être le Corée du Sud, du Moyen-Orient. C'est ça, la réalité. Elle a un potentiel incroyable avec sa population seulement. Une population de 90 millions, dont seulement 10% font partie vraiment d'une classe consommateur. C'est pas assez. Et ça va agrandir.
ça devait être doublé au plus vite possible. Pour que ça se double, ça veut dire que ce sera un marché pour d'autres pays énorme. 20 millions de consommateurs, c'est quelque chose d'assez sérieux quand même. Et avec la population qu'on a, oui, tout ça c'est possible. Mais quand même, il faut rentrer dans ces marchés et pousser les intérêts égyptiens dans ces pays. On a vraiment pas fait un très bon travail dans le sens de marketing sur l'économie égyptienne et le potentiel égyptien dans ces pays dans le sens d'investisseurs. Et ce que je suis en train de voir, c'est le commencement de ça avec cette visite. Bien, est-ce que des pays comme la Corée du Sud ou le Japon peuvent former en Égypte, à travers leurs entreprises, du personnel égyptien qualifié pour prendre la relève? Oui, bien sûr, et ils l'ont déjà fait dans un certain sens, parce qu'on est en train d'importer beaucoup des produits du Corée du Sud. Les voitures, par exemple. Et nous fabriquons une marque de voiture en Égypte aussi. Oui, exactement. On a une fabrique dont les ouvriers ont déjà été entraînés par le Corée du Sud. Alors, c'est quelque chose qui peut être agrandir dans un autre sens. Non, pas seulement des voitures, mais d'autres choses. Parce que le Corée du Sud est un vrai joueur dans le sens industriel dans le monde moderne aujourd'hui. C'est pas seulement les voitures, c'est les tankers, c'est l'acier lourd, c'est l'industrie lourde. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ils ont commencé à partir de la guerre de Corée dans les années 50. Nous, on avait commencé depuis Mohamed Ali. Nous sommes le deuxième pays, à avoir une ligne ferroviaire, l'un des premiers pays à avoir un zoo, un parc zoologique. Pourquoi Parce que vraiment, on doit vraiment regarder l'économie égyptienne telle qu'elle a commencé à être formée à partir des années 70. Ce qu'on regarde avant ça, on doit dire que ça a été sous l'expérience d'une économie marxiste, qui a été plus ou moins... Mais avant ça aussi, nous avions avant les années 50... Mais toute cette économie des années 50, je dois dire, qui était assez important, a été plus ou moins dissolue. Tous les liens traditionnels d'export ont été éliminés à cause pour des raisons politiques et aussi économiques, parce que aussi que l'Égypte était alignée avec le Comecon plutôt que... par exemple, je vous donne un exemple. Le coton égyptien a été mis en hypothèque pour les armes qu'on achetait de l'Union soviétique. Alors toute la récolte du coton égyptien a été prise par l'Union soviétique pour cette dette, et l'Union soviétique l'a vendue à l'Ouest pour gagner des dollars, par exemple. Alors, on n'avait plus, à ce moment-là, nos marchés... Mais nous, on ne pouvait pas vendre directement. On les vendait tous à l'Union soviétique. On n'avait pas le droit de vendre... Non, pas du tout. Toute la récolte allait à l'Union soviétique. C'était hypothéqué, donc. Alors, soudainement, vers la fin des années 70, on a repris les marchés ouverts. On n'avait plus cette dette. On a retourné, on a essayé, on n'a pas vraiment réussi à retourner au niveau où on était dans le sens du coton, dans le sens du textile. Bien, le Japon est aussi culturellement, bien qu'un pays très différent du nôtre, a certains liens culturels. On ne peut pas oublier que c'est le Japon qui a fait construire l'Opéra du Caire. Et c'est le Japon, je crois, le premier pays qui a proposé un programme à cet opéra-là. Comment l'Égypte peut-elle profiter de l'expérience culturelle du Japon et de son expérience surtout dans l'enseignement? Certainement dans l'entraînement, et on a beaucoup vraiment qu'on peut bien apprendre du Japon. Parce que le Japon quand même a aussi fait cette même expérience. Ils ont commencé de rien après la Deuxième Guerre mondiale. Toute leur industrie, tout a été détruite à cause de la guerre. Alors, ils ont aussi l'expérience de recommencer une économie avec presque rien. Presque rien. Pas que nous sommes dans la même position, mais je dois dire qu'à partir des années 70, c'était plus ou moins la même chose pour nous.
Alors, dans ce sens, on a besoin vraiment de managers, des capacités managériales. Voilà, des capacités managériales qu'ils peuvent nous donner. Aussi, ils ont un intérêt sur l'Égypte. Ils ont l'intérêt que la stabilité en Égypte. Et c'est très important pour eux, pour la simple raison que les réseaux pétroliers viennent du Moyen-Orient, qui sont importés au Japon, pas seulement le Moyen-Orient, de partout bien sûr, mais certaines sources sont assez importantes du Moyen-Orient. Alors ils ont besoin d'une certaine stabilité au Moyen-Orient, et l'Égypte c'est un des pays stables dans cette région. Alors pour eux, et tant qu'il est stable, voilà, d'autres pays peuvent être stables. Voilà. Et si jamais il lui arrive quelque chose, évidemment, ça fera boule de neige et les autres pays risqueraient d'avoir d'autres. Exactement, et on peut dire la même chose pour le Corée du Sud. Ils ont aussi leur source pétrolière, c'est le Golfe, voilà, de Persan. Alors oui, pour les deux. Merci beaucoup, docteur Mahmoud Sabit, historien vous êtes. Merci d'avoir bien voulu venir aujourd'hui nous parler de ce qu'on attend de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Kazakhstan, au Japon, puis en Corée du Sud. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de ce soir. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme. En attendant, passez un bon week-end.